Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire dédié à l'après Calliope, le digital et l'approche par les compétences. Merci à tous d'être connectés nombreux à ce webinaire. Avant donc de démarrer, 5 gestes pour un webinaire réussi. Les 3 premiers concernent du coup le bon déroulement du webinaire. Le premier, pensez à couper votre téléphone, à minima donc le deuxième, votre micro. Le troisième geste, à ne pas parler pendant donc, le webinaire si jamais le micro se active, et aussi pour être focus par rapport à l'intervention. Le quatrième du coup geste concerne la partie questions-réponses. Vous avez un outil chat dans la boîte à outils qui vous permet donc de poser vos questions en direct. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant pour nous indiquer si vous nous entendez bien, si notre son de notre côté est correct. Est-ce que vous nous entendez bien? Il y a une première question concernant l'enregistrement du webinaire. En effet, il sera enregistré et il vous sera transmis à la fin du webinaire. Parfait, le son semble correct. Et donc, le dernier geste concerne donc, la partie questions-réponses. Tout au long donc, du webinaire, vous pouvez poser vos questions et nous ferons le nécessaire pour les traiter. Les questions d'ordre général et pour les questions spécifiques, notre équipe et les intervenants sont à votre service. Au niveau donc des intervenants, aujourd'hui on est avec François Galinou et Gerardo Marcotti. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors je suis le président d'ICPF. Les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. Donc je m'y consacre quasi exclusivement depuis 2013 et j'ai commencé à la fin des années 90. Voilà. Donc sinon, autrement, j'ai été toujours entrepreneur dans l'informatique, le conseil et la formation. Et je suis très content d'animer ce webinaire avec mon compère Gérardo. Merci François. Merci de m'avoir ici parmi vous aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec l'équipe ICPF et les participants à ce webinaire. Donc moi, je suis Gerardo Marcotti, je suis le président de Delindo. Donc Delindo, c'est une start-up qui produit un logiciel de suivi et de qualification des compétences issues de l'expérience pratique. On pourra peut-être y revenir après. Voilà, en ce qui me concerne, donc moi je suis entrepreneur depuis 2002. J'ai eu une première phase dans ma vie où j'ai été consultant dans des grands cabinets. Ensuite, j'ai créé des cabinets de conseil. Je suis allé ensuite travailler chez Training Orchestra où j'ai découvert la formation. J'étais VP en charge des sales et du marketing. Voilà, et puis j'ai aussi été intervenant en innovation à Sciences Po Paris, à Paris Descartes, donc j'animais un cours sur l'innovation et la création de valeur. Voilà, et depuis 2017, je m'attache à développer Delindo avec une équipe super pour être utile dans le monde de la formation et pour la qualification des compétences des apprenants. Voilà, et bon, je pense qu'on en parlera plus en détail plus tard. Oui, alors pour ceux qui nous suivent assidûment, Training Orchestra, on a eu un webinaire que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube avec Antoine Lorne il y a quelques semaines. Voilà. Merci Gérardo. Merci François, merci Gérardo. En effet, c'était il y a 1 mois et demi et vous le retrouverez en effet sur notre chaîne. Donc, le webinaire va se dérouler en 4 temps. Le premier temps où nous allons donc vous présenter ICPF, où est-ce que nous en sommes. Le deuxième temps où François abordera donc l'après Calliope, la vision, les bénéfices et les opportunités. Le quatrième temps où Gérardo va intervenir donc sur le sujet, donc le digital et les compétences. Et enfin, le quatrième temps où nous allons donc traiter vos questions. Pour information, tout au long, en fonction donc, des sujets qui seront abordés, vous pouvez directement poser vos questions et elles seront traitées donc, lors de ces sujets.
de ces thèmes abordés. Et pour ceux, donc, les questions qui ne seront pas traitées, on les traitera donc à la fin, en fonction du temps qui nous reste. François, où en est-on à ICPF aujourd'hui? Alors, ICPF, nous continuons notre croissance très, très importante. Alors, aujourd'hui, on est, comme vous le savez tous, sur Calliope. C'est 90% de notre activité. Donc, pour faire Calliope, on a l'accréditation du COFRAC. C'est le NEC plus ultra pour un organisme de certification. Alors aujourd'hui, vous voyez les chiffres, on serait le deuxième certificateur Calliope en France. Alors autrement, la société existe depuis 26 ans. Aujourd'hui, il y a 40 collaborateurs salariés. Et en 2012, on faisait 12 000 euros. Enfin, ICPF sur cette activité, c'était 12 000 euros de chiffre d'affaires. Et le cœur du métier de l'ICPF, à l'origine, c'est la certification de personnes professionnels de la formation. Et c'est une certification, on est les seuls à la faire en France, et c'est ce qui nous a permis de saisir l'opportunité Calliope. Mais notre métier est quand même de certifier les professionnels de la formation, c'est le cœur du métier. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui de nos confrères et qu'est-ce qui fait notre succès? C'est d'abord, comme je viens de vous dire, c'est le fait d'être focusé sur les professionnels de la formation du conseil personnes physiques, de leur proposer des outils et une démarche qui leur permet de démontrer leur qualité. Et c'est ce focus-là aujourd'hui qui est certainement un des axes moteurs de notre croissance, parce que c'est les clients les plus exigeants qui soient, mais les commerciaux, les auditeurs, les responsables de planning, quand ils sont au téléphone avec des professionnels de la formation, ils se rendent compte que ce sont des professionnels du verbe pour faire comprendre leurs idées, pour faire comprendre leurs exigences, et ça les fait monter en compétences. Il y a un niveau d'exigence de la part de nos clients qui est très important, et surtout des professionnels de la formation. La deuxième, c'est qu'on a un focus sur la compétence technique, où là, toutes les personnes qui nous écoutent vont très bien comprendre ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'on a un recours à la sous-traitance qui est accessoire. Et essentiellement, nos auditeurs, on a aujourd'hui 12 auditeurs salariés, plus 3 managers qui sont des auditeurs. Donc, on a 15 auditeurs salariés. Et ces auditeurs salariés font que c'est une grande différence par rapport à nos confrères qui, eux, utilisent des sous-traitants. Avoir 14 salariés dans le métier, c'est très important et c'est volontaire. Ça nous permet d'avoir des auditeurs disponibles et d'autre part des auditeurs qui montent en compétences et qui tirent la boîte vers le haut en matière de compétences. La troisième, c'est la proximité territoriale, sur lequel je ne m'étendrai pas. Et la quatrième, c'est le digital. Là aussi, c'est unique puisqu'on a développé la plateforme Noé, qui est un outil qui permet de faciliter la vie à nos clients en digitalisant toutes les étapes de la certification. Et là aussi, c'est un avantage très important par rapport à nos confrères. Alors, pour le but de ces webinaires, c'est de vous donner des repères par rapport à ce que vous pouvez faire pour continuer à développer vos activités et à vous épanouir. Et c'est un webinaire qui s'adresse avant tout à ceux qui ont la certification Calliope ou à ceux qui sont dans la formation mais qui n'en ont pas besoin. Mais principalement, ça s'adresse à ceux qui ont la certification Calliope. Pour certains d'entre vous, c'était il y a plus de 2 ans, puisqu'on a commencé en septembre 2019 à délivrer des certificats. Et donc, il est temps maintenant de passer à autre chose. Alors, une fois par semaine, on a un webinaire pour les nouveaux clients qui n'ont pas encore Calliope. Donc, si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas encore eu Calliope et vous avez pour objectif de d'avoir cette certification, je vous conseille d'écouter
ce webinaire, et surtout de participer, de vous inscrire au webinaire qui a lieu jeudi prochain à la même heure. Et là, on va parler très précisément de ce qu'il faut faire pour avoir Calliope. Alors, pour ceux qui l'ont eu, vous êtes des entrepreneurs ou des professionnels de la formation, et ce qu'on a voulu vous donner dans ces webinaires, c'est une approche d'entrepreneur, une approche de manager, et de ce fait, on avait la remarque tout à l'heure d'un participant de l'événement il y a 15 jours, c'est-à-dire que ça peut, on n'adopte pas la posture que vous pouvez, qu'on peut avoir, que peuvent avoir les intervenants dans des instances comme Centre Info qui, eux, véhiculent, je dirais, le message de la gouvernance de la formation professionnelle, c'est-à-dire une vision de financeurs ou une vision de l'État ou une vision des partenaires sociaux. Là, nous, ce que j'ai voulu donner, parce que depuis 25 ans que je suis dans la formation, je voulais permettre à des entrepreneurs de s'exprimer, des professionnels qui sont dans des phases de création de valeur. Vous voyez, et c'est ce message-là. Donc, c'est un message très concret et c'est un message très opérationnel. Voilà. Alors, pour conclure sur les avantages de la certification Calliope, le point essentiel, c'est le point 5, c'est que vous avez mis votre organisme sous contrôle et dans certains cas, quand vous avez des équipes, vous vous êtes rendu compte que le projet Calliope était un projet qui avait dynamisé votre équipe, l'avait motivé. Donc ça, c'est l'avantage numéro 5. Donc après, cette équipe, il faut lui trouver des nouveaux challenges. Et donc c'est là où c'est ce qu'on verra par la suite. Alors sinon, qu'est-ce que c'est Calliope? Vous avez aujourd'hui un moyen qui vous permet de satisfaire a priori les exigences du client, parce que lui-même n'est pas toujours en capacité de les exprimer, et ça c'est l'avantage numéro 1. On se rend compte aujourd'hui, nous, qu'il y a un très grand nombre de nouveaux entrants qui arrivent dans la formation, et parce que Calliope est un signal très clair de qualité, et ils arrivent à Calliope, comme on verra sur le slide suivant, avant le NDA. Alors sinon, ça vous permet de rassurer vos clients. Vous voyez, donc voilà le slide. On a sur l'escalier de la qualité, donc vous êtes aujourd'hui sur la... il faudrait passer le slide suivant, en fait, parce qu'on va tout de suite aller en 2022 maintenant. Voilà, et clac, voilà, puisque là, on est, c'est plus la peine de parler de Datadog, tout ça va disparaître. Donc en fait, vous avez, voilà le paysage de la certification et de la qualité à partir du 1er janvier 2022. Donc vous avez la certification Calliope, et là, on se rend compte, nous, que ceux qui étaient sur au rez-de-chaussée, ils arrivent directement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore demandé le NDA. Les nouveaux entrants arrivent directement sur la certification Calliope, et après, une fois qu'ils sont engagés, ou une fois qu'ils ont, c'est Calliope qui les attire, avant le fait d'avoir un NDA, ce qui est un changement dans la démarche aujourd'hui. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que Calliope remplace aujourd'hui le numéro de déclaration d'activité et le remplace avantageusement en matière d'outils de reconnaissance. Pourquoi 50% des détenteurs de numéro de déclaration d'activité ne sont pas sur Datadog? Parce que le fait de se déclarer comme organisme de formation et d'avoir un minimum de reconnaissance officielle, ce qui est d'ailleurs pas du tout le cas du numéro de déclaration d'activité, c'est même interdit de l'utiliser comme système de reconnaissance. C'est-à-dire que la fameuse phrase « j'ai l'agrément formation », ça fait plus de 30 ans que ça existe et plus de 30 ans que c'est pas ça, mais vous avez encore on voit encore quelquefois sur LinkedIn des publications où le récépissé est présenté comme une sorte de diplôme. Voilà. Donc là, aujourd'hui, l'État a mis en place un système avec Calliope qui permet d'être reconnu comme un organisme de formation. Ça, c'est très important. Alors après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rendre votre offre de formation certifiante, permettre à vos stagiaires d'accéder par le CPF. Donc là, il y a deux démarches possibles. Une démarche qui est très connue, c'est sur lequel tout le monde s'engage, mais c'est compliqué, c'est d'être un certificateur professionnel, c'est d'avoir ses propres titres. Et une autre qui est moins connue, mais qui est l'esprit de cette réforme, c'est d'avoir un partenariat avec un certificateur professionnel.
Alors, pour traiter cette question, je vous renvoie aux 2 webinaires sur le même thème que nous avons fait. Vous pouvez suivre ce lien où là, on détaille avec un expert le dispositif. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en qualité de manière simple après? C'est de s'occuper du professionnalisme des intervenants, ceux que vous faites travailler, qu'ils soient salariés ou sous-traitants, ou de votre professionnalisme à vous, et de vous mettre en démarche qualité. L'outil, à titre personnel, en tant qu'intervenant, l'outil que nous vous proposons depuis maintenant plus de 26 ans, c'est la certification ICPF Pro. Ceux qui ont CNEFOP voient leur certification transformée automatiquement en certification ICPF Pro et je vous conseille vivement de la garder, justement parce qu'elle n'est pas obligatoire et justement parce que là, on va avoir un gros travail à faire avec vous à partir de 2022 pour continuer à promouvoir et à améliorer cette certification. C'est une certification tierce partie et la vraie valeur dans la certification, c'est pas la reconnaissance entre pairs, donc les systèmes où vous vous reconnaissez les uns les autres, ça n'a aucune valeur aujourd'hui. C'est vraiment une démarche tierce partie avec l'ICPF, où l'ICPF est un certificateur tiers. Et ça, on l'a fait il y a 26 ans, et c'est là où vous allez pouvoir, si on arrive à créer un effet d'entraînement sur cette certification, pouvoir vous épanouir. Alors après, il y a l'international. Force est de constater que Calliope maintient ce mouvement centripète de la formation qui est une des seules activités en France complètement tournée sur le marché français. C'est-à-dire que tout est fait pour que on crée des conditions spécifiques de marché en France et que les organismes de formation ne sont pas du tout aidés à exporter leurs prestations ou à aller travailler à l'étranger. Et ça, c'est un problème, ce qui n'existe pas dans d'autres pays où la formation s'exporte. Et donc là, c'est des certifications internationales. Alors la plus pertinente aujourd'hui est l'ISO 21001. Et là, donc, vous allez pouvoir valoriser votre organisme et le faire reconnaître à l'international. Alors ensuite, on développe des outils qualité qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de certaines de vos activités, de vos processus. Alors, on a aujourd'hui la version Noé V3 qui aujourd'hui occupe 8 personnes à temps plein hein, dans le développement, donc on a une équipe très importante. Quand on a commencé à développer en 2016, il y avait une personne qui faisait tout. Maintenant, ils sont 8, voire 10 dans certains cas si on compte les externes. Voilà. Et donc là, c'est un outil, une plateforme aujourd'hui qui est en cours d'optimisation. On travaille sur le design de l'expérience, voilà. Et on est quand même, je dirais, on est dans une expérience, Gérardo pourra nous en dire un mot puisque c'est son métier, hein, c'est qu'on a à la fois, les clients arrivent au fur et à mesure que la plateforme se développe. Et donc on court après, et c'est très intéressant d'avoir une plateforme. Vous avez 4 à 5 000 personnes qui sont actives en quasiment dans le même mois et des clients qui arrivent et qui accèdent au fur et à mesure sur les nouvelles fonctionnalités. À partir de là, sur Noé V4, on a l'intention de développer 4 extensions. Alors on a pris Mzara et Naamé qui sont les noms des femmes, enfin 2 noms de la femme de Noé dans différents ouvrages. Voilà. Donc, alors par contre j'ai un petit problème, c'est que je vois pas. Mzara, Naamé, Arch et Ethan. Donc ça c'est la version 4 sur laquelle que je vais détailler et la version 5 qui sera une version plus étendue qui permettra d'accéder à d'autres offres de certification. Alors sur Naamé, le produit le plus simple aujourd'hui pour les organismes de formation qui utilisent ou font travailler un grand nombre un grand nombre d'intervenants. Donc quand je dis un grand nombre, c'est plus de 20. On veut proposer à terme un module qui permet de gérer les achats de prestations de services intellectuels. C'est-à-dire d'abord avoir une sorte d'annuaire
qui ferait le référencement des intervenants. Je vais prendre l'exemple d'un grand organisme de formation qui a 3-4 000 intervenants. Il y a plusieurs responsables de programme et aujourd'hui, dans la plupart de ces entités, il n'y a pas de, enfin vous le savez parce que soit vous le vivez comme intervenant, soit vous avez ce problème de comment je référence mes intervenants. Et là, vous avez une problématique de référencement, c'est-à-dire qui est-ce que je retiens, quelles sont les étapes qui passent, et puis de partager l'annuaire avec les différents chefs de programme. Ensuite, vous avez comment je formule un besoin. J'ai un cours à monter, j'ai une formation à monter. Comment je formule le besoin, comment je le dispatche, comment je recueille les propositions. Après, c'est la pédagogie, c'est-à-dire la construction du cours, les modules, voilà. Et après, la gestion de la qualité avec la récupération la planification, la récupération des feuilles de présence et le rapprochement des présences avec le contrat pour valider la prestation et ensuite rapprocher la facture de la prestation validée, valider la facture du prestataire et envoyer la facture du prestataire à la comptabilité. Si vous avez travaillé soit comme intervenant, soit comme manager dans un de ces organismes de formation, vous voyez très bien ce que je veux dire et vous voyez bien, bon, après les contrats papier qu'on signe à la main, la gestion des feuilles de présence qu'on va mettre dans une boîte qui sont scannées mais ça marche jamais. Ouais. Et donc là-dessus, nous on a voulu faire le process achat de cette partie-là pour simplifier la vie des écoles et on a prévu de se plugger avec les différents modules, notamment par exemple les systèmes qui permettent d'enregistrer les présences de manière automatique. Donc ça, c'est Arch. Alors l'autre projet, c'est Mzara. Sur ce projet-là, ce qu'on prévoit de faire, c'est de gérer la qualité des contenus. En fait, vous avez là aussi, vous êtes des professionnels, vous voyez très bien ce que c'est les contenus. Donc vous avez une attitude qui consiste à dire je vais protéger mes contenus. Et si vous managez des sous-traitants, il y a le problème de l'accès contenu parce que vous devez contrôler la qualité de la prestation et si vous n'avez pas accès au contenu, c'est compliqué. Ensuite, quand vous avez des formations avec plusieurs intervenants et un grand nombre de stagiaires, je dis par exemple vous avez 20 intervenants, 1000, entre 400 et 1000 stagiaires, là aussi il est important que le même contenu soit diffusé à tous les stagiaires. Donc là, alors en fait, dans la réalité, là aussi, si je creuse avec vous cette exploration, vous savez qu'en fait, il n'y a pas tant de contenu que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup d'entre nous sont des animateurs, voire des consultants formateurs, et on ne conçoit pas, il n'y a pas vraiment de conception de contenu. Comme c'est pas payé d'ailleurs d'une part, on va récupérer des contenus, et après on va les utiliser, on va les adapter à la prestation, un peu comme un joueur de jazz. Et donc il y a la partie conceptualisation et la partie conception est limitée aujourd'hui. Donc là, l'outil permet de faire ça, de créer un groupe de travail, de récupérer, de gérer une première conceptualisation, c'est-à-dire quels sont les thèmes qu'on va traiter, et après de concevoir. Après, il y a un travail d'élaboration, donc on va réaliser une sorte de méta-contenu, et après, on va avoir une validation par les différents intervenants et groupes de travail, et une diffusion à des intervenants qui pourront utiliser les contenus pour créer leur formation, et enfin un archivage pour les contenus obsolètes. Donc là, c'est une sorte de Wikipédia. L'inspiration comment j'ai eu l'idée de créer ce produit Mzara, c'est d'une part, j'ai les retours depuis une vingtaine d'années de 5 ou 6 000 audits, donc j'ai des retours, je vous ai vu travailler, je vois comment ça se passe et on a des retours tous les jours, donc on voit bien que là, il y a un point d'amélioration. Et d'autre part, en Australie, quand j'étais, il y a une dizaine d'années, je suis allé en Australie pour participer à une commission qualité internationale sur la formation. Et en Australie, en fait, il y a un système de financement qui, dans certains cas, pour que la formation soit financée, il faut non pas déposer le titre comme en France, mais il faut déposer le contenu, les supports. Voilà. Et donc, j'avais trouvé ça intéressant d'avoir ce travail sur le contenu. Alors ensuite, on a Naame, qui est un projet là aussi
important qui, d'ailleurs, ce projet NAAME est un projet sur lequel on est plutôt en position de définir un standard que de dire on va vraiment le développer. C'est-à-dire qu'on échange avec des prestataires de services ou des éditeurs de logiciels qui proposent cette prestation-là, parce qu'il y a soit une prestation administrative, soit une prestation de service digitalisé, hein, des applications qui existent déjà. Et là, ce que j'ai voulu voir, c'est dire, bon voilà, il y a un consultant formateur entrepreneur, son métier est pas forcément, il va pas faire forcément que de la formation. Il peut faire du conseil, il peut avoir une activité autre, essentielle, et puis il a une partie formation, et là-dessus, il veut la faire, je dirais, de manière simple, sans se compliquer la vie, et donc il a besoin d'une application qui va produire des enregistrements qualité conformes et qui va lui permettre de gérer toutes ses actions de formation financées de manière à ce qu'il puisse en rendre compte facilement à l'audit pour conserver sa certification de type Calliope et pour être sur un rail qui lui permet de faire de la comment dire, de la formation de qualité, et tout en sachant qu'il ne va pas s'y consacrer en permanence. Vous voyez, il ne va pas faire ça tous les jours. Donc, il a besoin d'un outil à 2 niveaux, donc un outil qui permet de gérer la partie détermination du besoin, la conception, la réalisation, le suivi, l'évaluation, et d'un autre niveau qui va lui permettre d'organiser l'action de formation, d'envoyer les convocations, de réaliser l'action, de faire les évaluations et de facturer. Voilà. Donc là, il y a énormément d'offres enfin énormément, il y a une dizaine d'éditeurs qui sont présents sur le marché. Et là, on est plutôt dans une approche qui consiste à échanger avec eux pour voir comment ils font et comment ils peuvent adapter pour traiter des problématiques concrètes. Alors, sur ce plan-là, je vais vous parler par exemple du BPF, voilà, le bilan pédagogique et financier que vous devez éditer tous les ans. Pour beaucoup, c'est une douleur parce que c'est une semaine de travail. Et c'est reprendre toutes ces actions de formation, etc. Et donc là, nous, ce qu'on imagine, c'est que l'outil, par exemple, sortirait automatiquement le BPF et nous, on mettrait à jour tous les ans le système de données. C'est-à-dire que dans ce produit-là, il y aurait une intelligence par rapport à la réglementation de formation professionnelle qui permet de sortir des enregistrements conformes, à l'image d'un logiciel de paye où vous avez une partie purement informatique, édition des bulletins, et puis une partie gestion des constantes de paye, faire en sorte que la paye soit juste, donc il y a une veille réglementaire à faire. Comme nous, on l'a fait déjà, là, on pouvait le faire. Alors ensuite, on a le Ethan. Alors Ethan, là, on reprend le savoir-faire de l'ICPF et ça s'adresse aux certificateurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui émettent les titres. Là encore, ça, c'est un constat qu'on a fait suite comme je vous disais, aux milliers d'audits que j'ai pu conduire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez certains déposent leurs titres, émettent des diplômes, et quand on leur demande où sont leurs diplômes, on va, même des écoles, je dirais, structurées avec des milliers d'étudiants, on va dans un répertoire et là, on a une liste de PDF. Donc, s'il y a 2000 diplômés, il y a 2000 PDF. Et quand on demande un duplicata de diplôme, une assistante qui va sur le répertoire, qui est partagé et qui va chercher le PDF du diplômé, qui récupère le PDF et qui l'envoie par email ou par la poste. Voilà. Et donc là, tout ce process de traitement du certificat n'est pas géré, et ni d'ailleurs la partie inscription, la récupération des résultats d'examen, la décision, l'émission. Et en fait, si vous regardez bien, c'est un processus que nous, on connaît bien parce que c'est le processus ICPF. Hein. Il y a à la place de l'examen, on a l'audit, mais la décision, c'est la même chose, l'émission du certificat. Vous voyez que pour ceux qui viennent d'un autre organisme de certification, si vous êtes chez un de mes confrères, émettre un certificat, réémettre un certificat, parfois c'est 150 €. Alors, à ICPF, vous allez sur votre compte Noé, puis là, vous avez une fonction et vous téléchargez le PDF de votre certificat et c'est fini.
et on ne va pas vous facturer 150 € pour ça. Si vous avez, par exemple, le certificat, donc pour les certificats Calliope, par exemple, on a eu 3 changements généraux, le logo, par exemple, qui a changé, la nous, il y en a pour 3-4 heures de travail, et après, tous les certificats se rééditent automatiquement au bon format. Alors que chez nos confrères, très souvent, ils sont obligés de rééditer tous les certificats, de les envoyer par la poste ou de les envoyer par email, etc. C'est un énorme travail. Donc là, on a voulu mettre à disposition notre expertise de l'émission de certificats et surtout du process de certification de personnes. Donc ça, c'est le but d'Ethan qui s'adresse donc aux certificateurs professionnels. Voilà. Bon, j'en ai fini sur cette partie. Je vais donner la parole à Gérardo qui va me dire ce qu'il en pense. Et après, on va poursuivre. Et, je ne suis pas capable de porter un jugement là-dessus. Ce que je vois, c'est que en fait, je pense que c'est quand je regarde moi, ce que je regarde, c'est le marché d'une façon générale, le marché de la formation dans son ensemble. Et ICPF joue un rôle dans ce marché. Maintenant, quand on regarde le marché dans son ensemble, enfin, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours garder ça un peu comme une étoile polaire, qu'il ne faut pas perdre de vue. Et en fait, de quoi on parle? En fait, on parle d'un marché en fait qui fait à peu près 4% du PIB mondial. C'est à peu près 5 000 milliards de dollars dans les derniers calculs qu'on avait fait. Bon, est-ce que c'est 5 000 milliards, 6 000 milliards? À la limite, on n'est plus l'écart entre les deux. C'est tellement des gros chiffres que voilà, je ne veux pas juger. Mais c'est globalement 4% du PIB mondial. Et c'est à quoi sert ce marché? En fait, c'est un marché qui sert à faire en sorte que les personnes soient en capacité les personnes doivent être en capacité de travailler et d'avancer enfin de s'insérer dans la société, de travailler, d'avancer. Et en fait, pour organiser ce marché, il y a différents acteurs. L'ICPF en fait partie pour qualifier les personnes qui peuvent intervenir sur ce marché, en fait, pour dire comment on va avancer. Mais il n'y a pas que ça. Donc moi, mon point de vue, le point de vue que je peux apporter sur ce marché, il est plus sur où va aller le marché, quels sont les risques qui se présentent aujourd'hui, quelles sont les questions qui posent à tous les acteurs qui interviennent sur ce marché, et globalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je vois, c'est que l'ICPF is doing well, en fait, pour le moment. Il y a une belle croissance, donc bravo, parce que effectivement, on se connaît depuis un certain temps, François, et l'idée que tu poursuis, elle est là depuis ça fait longtemps en fait que tu avais cette idée en tête. De construire toute cette plateforme, c'est un travail de longue haleine en fait. Et moi, ce que je veux souligner, c'est surtout que quand je vois les 4 plateformes que l'on voit à l'écran, mais c'est un boulot monstrueux. C'est ligne de code après ligne de code. Et en plus, on se plante, on la refait, on la réécrit, il y a du bug et machin, et on corrige, etc. C'est super dur de faire ça. C'est super dur. Donc, avoir un process bien huilé, c'est super dur. Donc, bravo, parce que ça fait longtemps que tu t'y es mis. Et maintenant que le marché, et ce qui est super difficile, justement, c'est d'anticiper où va le marché. Et d'avoir une conviction dès le départ, et d'anticiper où va le marché, parce que le jour où le marché va éclore, il faut être là. Parce que c'est pas le jour où le marché éclore qu'il faut se lancer à se mettre à écrire des lignes de code. D'accord, enfin, n'importe quelle des 4 plateformes qui sont à l'écran, elles prennent 5 Caneum, 10 Aneum à écrire. Et donc, si je m'y mets aujourd'hui, dans 3 ans, je suis un concurrent. Mais dans 3 ans, je suis un concurrent. Toi, tu seras avec une marche au 50e étage de la tour, et moi, je serai un peu en train d'arriver à premier étage de la tour. Donc, quand on se lance dans un marché, il ne faut pas y aller le dernier. Et donc là, c'est pour ça que je dis bravo, parce que vous êtes lancé au bon moment. Et je vous souhaite déjà d'avancer super bien comme ça. Maintenant, si on revient on peut avancer sur les parties sur le marché, on est d'accord. Hein. Si on revient sur à quoi ressemble le marché, en fait. En fait, nous, pourquoi on s'est lancé. Je vais vous expliquer toute notre vision et vous dire pourquoi on s'est lancé avec ce positionnement-là. On peut passer sur ma vie, mon œuvre. Voilà. En fait,
le marché, c'est des 5 000 milliards, ils servent à qualifier des personnes pour qu'elles puissent travailler, puissent s'insérer dans la société, parce que sinon, on a des personnes qui sont en dehors de l'emploi, en dehors des études, en dehors de tout, et qui vont pas s'insérer, et ça pose des problèmes, avant tout politiques. Le marché de la formation dans le monde, c'est pas un marché de format pro. La format pro, c'est un tout petit morceau. Le marché de la formation dans le monde, c'est un marché qui est fait avec d'abord des livres pour les écoliers, des contenus pour les écoliers. Quand une classe d'âge, la personne, elle est née, elle va passer de 4 ans à 22 ans, 23 ans, 24 ans, elle va passer 20 ans. Donc c'est ceux-là qui font le marché. C'est ça le flux qu'il faut traiter. Et il faut que les traiter pour qu'ils arrivent à travailler. Et le problème dans ce marché-là, aujourd'hui, c'est que avec la digitalisation du monde et avec la révolution numérique et plein de tendances qui viennent sur ce marché, on a une obsolescence accélérée des compétences. Et l'obsolescence accélérée des compétences, ça veut dire quoi? Alors, quand on regarde des études de Deloitte, Deloitte a publié une étude il y a quelques années qui disait moi, quand j'ai été diplômé, j'ai eu une carte de crédit de compétences qui durait 30 ans. Alors, ça, c'était top. Donc, ça veut dire que pas besoin de me recycler, quoi. Enfin, j'y arrivais. Je rentrais dans le marché. Bon, j'ai un peu de format pro à faire au fil de l'eau dans ma carrière pour recycler un peu. Mais globalement, j'arrivais. En plus, la durée du temps de travail entre entrer sur le marché et la retraite, elle était plus courte. Hein. Maintenant, elle est plus longue. Donc, il faut recycler plus. Donc, ça, c'est déjà, on pouvait y arriver avec un diplôme. Bon, normalement, en fait, c'était difficile, mais quand même, on peut imaginer que théoriquement, on pourrait y arriver. Maintenant, la carte de crédit, elle dure 6 ans. L'obsolescence, elle est accélérée parce que la technologie bouge tellement vite qu'on est obligé de recycler. Sauf que si vous... combien il y a de personnes dans les universités aujourd'hui, il y a à peu près 30 millions de personnes. Si toutes ces personnes-là, il faut les recycler tous les 6 ans, ça veut dire que tous les 6 ans, il faut remettre 5 millions de personnes dans les universités qui sont déjà pleines. Si on regarde Parcoursup, hein, tout le monde ne trouve pas de place. Déjà, ils ont des problèmes pour trouver 40 000 places tous les ans. Donc, si on mettait 6 millions, là, on a un problème encore plus majeur. Donc, le truc pèterait dans tous les sens. Donc, comme on fait ça, et c'est pour ça qu'on parle de lifelong learning. Enfin, le lifelong learning, c'est pas uniquement un truc pour dire il faut que tout le monde soit acteur de sa formation. Évidemment, ça, c'est un moyen, mais l'enjeu final, c'est que sinon, on a des personnes qui sortent du marché. Aujourd'hui, enfin, de la société, c'est super compliqué, en fait. Aujourd'hui, en France, il y a 1,5 million de personnes qui sont NEET. Enfin, la définition de NEET, pas dans l'emploi et pas dans les études. Ça veut dire 1,5 million de personnes qui potentiellement sortent de la société. C'est super compliqué. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour tous ces gens-là. Il faut faire quelque chose. Et donc, la meilleure, à mon avis, de notre point de vue, et c'est on va dire, c'est notre karma, c'est notre mission. Hein. Après, nous, Delido, c'est ce que l'on fait, mais peut qu'il faut autre chose. Nous, on essaye de valoriser les compétences des gens. Donc, François, vous essayez de valoriser la qualité de la prestation. Nous, on va essayer de valoriser la véracité, la crédité, la réalité des compétences des personnes. Et pourquoi on va le faire? Parce qu'on pense que ça sera utile. En valorisant les compétences, les personnes seront plus employables, sont plus performantes évidemment quand on regarde ça du point de vue de l'entreprise, mais d'une façon sociétale, elles sont plus employables, elles sont plus mobiles, elles pourront aller et sortir par le haut. D'accord? Donc, pour ça, nous, on fait une distinction entre ce qui est compétence et connaissance. Hein. Compétence, c'est votre capacité à faire et on se focalise dessus. Après, je ne veux pas rentrer dans un débat de pédagogue, les compétences intègrent les connaissances, etc. C'est pas le sujet. Je dis simplement qu'il y a des choses qui s'étudient et des choses qui se pratiquent. Et nous, on est là pour ramasser la valeur de ce qui vient de la pratique quotidienne des personnes. D'accord? C'est ça notre positionnement. Et on le fait parce que quand on pense lifelong learning et recyclage, le seul moment où on va pouvoir recycler, la seule façon de recycler les compétences de notre point de vue, soit on met des personnes autour de table et on dit tu t'assois et t'apprends comme ça toute la journée et ils vont y arriver, soit ils travaillent et en travaillant, ils redéveloppent des compétences, ils se recyclent, ils se régénèrent et ils se régénèrent en continu. Donc ça, c'est notre positionnement. Je pense qu'il va y avoir des slides qui racontent un peu ce qu'on fait aussi.
Voilà, donc nous on a construit, c'est le moment de les 3 secondes de pub, après c'est pas mon objectif aujourd'hui, en tout cas c'est plus de partager, mais nous on a construit une solution en SaaS qui va permettre d'évaluer et de qualifier la montée en compétences des apprenants lorsqu'ils sont au travail. Et donc, ça va être une solution qui va être intégrée dans les flux de travail quotidiens, qui va capturer l'expérience des individus. Sur base de cette expérience, on va pouvoir faire des feedbacks en continu, des évaluations au fil de l'eau, et on va sédimenter ces évaluations pour faire construire progressivement une carte des compétences une carte des compétences des individus, des apprenants. Et à quoi va nous servir le mobile? En fait, pourquoi on a besoin d'un mobile? Tout simplement parce que, en fait, pour qualifier des compétences, en théorie, c'est super bateau. Hein, on a un référentiel, on a des activités, j'accroche des activités au référentiel, je mets en œuvre des activités, je qualifie les activités, les compétences sous-jacentes et j'évalue une compétence. D'accord? Et comme ça, je regarde si on remplit les cases du référentiel. Sauf que quand on est dans la pratique, elle se fait à un endroit qui est totalement déporté par rapport au lieu où, en général, la personne qui observe le référentiel se trouve. En général, là, c'est un formateur, un ingénieur pédagogique, une formation interne des entreprises, et la réalité de la montée en compétences, elle se fait loin de lui. Et donc, il faut un connecteur qui permette d'aller chercher cette information sur le terrain. Et donc, Delindo, on utilise pour ça, on utilise le mobile, c'est-à-dire que c'est un référentiel des activités. La personne va mettre en œuvre sur le terrain ses activités, va capturer ses preuves, on va revenir et on va avoir une évaluation au fil de l'eau et on va remonter en centrale pour construire progressivement une carte de ses compétences et donc potentiellement servir derrière à des fins pour des CFA qui souhaitent qui délivrent un diplôme ou pour des personnes, des entreprises dont la formation interne ont besoin de qualifier que leurs collaborateurs sont en capacité de faire. François? On a une question de Hélène Larmoire. Votre solution est-elle adaptée pour une utilisation à un accompagnateur AFEST externe à l'entreprise? Qui était pile la question que je voulais poser d'ailleurs. Alors, et en plus, il y a eu Marc Lenry qui est venu la semaine dernière, donc s'il nous écoute, je le salue. On travaille avec Marc. Oui. Alors oui, Delindo permet d'industrialiser la FEST. Et le problème de la FEST, on y reviendra peut-être après, mais on peut adresser la question tout de suite. Le problème de la FEST, c'est qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations dans les entreprises. Il y a un besoin de traçabilité qui est particulièrement important. Et qui bloque sa massification en fait. Ça reste à ce stade en tout cas un objet d'expérimentation plus que de massification de mon point de vue. Et donc la valeur d'une solution comme Delindo, c'est précisément de massifier, d'industrialiser la capacité à capturer les preuves et de faire tout le processus, tout le workflow de façon la plus optimum possible en offrant une solution mobile, agile et de renvoyer, connecté évidemment au référentiel de compétences. Voilà. Mais concrètement, la journée, raconte-nous la journée d'un apprenant et d'un facilitateur AFEST qui utilise Delindo. Comment va se passer leur journée? Il faut voir c'est comment ça se passe s'il n'y a pas une solution digitale en fait. S'il n'y a pas une solution digitale, il y a à peu près 15 feuilles de papier à remplir. Alors moi, je sais qu'il y a certains acteurs, des EOF qui ont développé des outils. Simplement, si on doit développer, toute la traçabilité nécessaire nécessite un certain nombre de papiers. Voilà, on va digitaliser ce papier. Donc, au lieu que ce soit fait on va dire, à travers des feuilles et d'autres feuilles, le workflow apparaît directement sur le mobile et je vais cliquer, je vais capturer les preuves, je vais capturer ma phase réflexive, je vais capturer l'évaluation et tout ceci on va le concaténer et l'envoyer en centrale. Voilà, tout simplement, c'est clic, 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 clic et ça envoie. Donc, je ne peux pas te rajouter la journée parce que l'observation, la phase réflexive, l'outil est notre outil, en tout cas, n'a pas la prétention de remplacer l'intelligence humaine, de la réflexivité, du coaching, de l'intelligence voilà, tout ça, c'est pas nous qui le faisons. Et pour ceux qui nous écoutent.
La solution, je la connais depuis longtemps, mais donc pour que tout le monde comprenne bien comment ça marche, en fait, l'apprenant, il a son smartphone et donc il va, comment dire, interagir, cocher des compétences ou des exercices qu'il a fait, etc. Exactement. Alors, effectivement, au préalable, ben, dans la FEST, mais d'une façon générale, on va gérer de la montée en compétences, il y a une intention pédagogique, donc il va falloir rentrer un référentiel. Je vois que toi aussi, tu veux rentrer des référentiels, donc un jour, on va être concurrents. On va créer des activités, on va accrocher les activités, les situations de travail avec les compétences à évaluer. Ensuite, sur le terrain, on va pouvoir appeler une de ces activités-là. Derrière, il y aura une mise en situation. La technologie permet aussi de capturer la phase réflexive à travers des questionnaires. On peut agrémenter évidemment avec une auto-évaluation au départ, une auto-évaluation à la fin, et on aura une évaluation de compétences. Et l'apprenant aura son mobile, le tuteur aura le miroir mobile pour sa partie, et l'ensemble sera on va dire, fluidifié, voilà, parce que c'est un workflow, donc c'est des flux digitaux qui passent par une base et qui sont simplement dirigés sur un mobile. Donc il n'y a pas de papier qui circule. Alors maintenant, alors raconte-nous la journée du. Raconte-nous la journée du facilitateur AFEST qui utilise ton application, comment ça va se passer concrètement, lui, qu'est-ce qu'il fait avec Delindo? Donc il récupère les flux, il voit, il a des retours, lui il a quoi? Il a un PC, il a un PC lui. Donc, qui organise l'ensemble. Eh bien, à la fin des fins, ce qui compte, c'est d'avoir. La FEST, c'est une modalité, d'accord? C'est une modalité, et donc l'objectif, c'est simplement, c'est la montée en compétence à travers la FEST, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est ce qui va compter à la fin, c'est d'avoir une modalité tracée, donc qui compte dans le dispositif de formation, et surtout d'avoir des compétences qualifiées avec les preuves qui sont attachées. Donc, on crée une ingénierie, d'accord, ça c'est simple, on met à disposition, la modalité s'exécute sur le terrain, et le reporting, le retour des informations se fait automatiquement jusqu'à venir nourrir un portefeuille de compétences d'un apprenant. Donc, on va dire que quand on parle avec les clients, le fait de digitaliser ce processus-là, ça va permettre de réduire le temps de traitement de 90%, pas le temps de la phase réflexive. Après, qu'est-ce que l'on fait du temps? Voilà, on alloue le temps comme on veut, c'est un choix économique. Mais en tout cas, c'est le temps, on va dire, administratif qui est, à mon avis, le point de friction. Enfin, il y a plusieurs points de friction sur la FEST, mais des points de friction, ça reste quand même la lourdeur du processus s'il n'est pas outillé. Voilà. Donc, voilà ce que l'on traite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est. Très bien. Tu peux poursuivre? D'accord. Alors, donc, en fait, ce que je disais, c'est que au global, ce que l'on cherche à faire, nous, c'est de valoriser des compétences. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a, quand on regarde le marché aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que, en fait, ce que ça pose comme complication, en particulier pour les organismes de formation, de mon point de vue, c'est que ça engendre des tendances de fond sur lesquelles il va falloir, pour lesquelles il va falloir s'aligner, qu'il va falloir gérer en fait. Ce que l'on voit nous, c'est que il y a une demande de plus en plus forte pour de la requalification rapide en fait. En fait, aujourd'hui, je pense que la pandémie a vraiment montré qu'on n'avait plus le temps en fait. Donc il faut de la vitesse, de l'agilité. En fait, il faut aller plus vite au bénéfice de la performance et du travail. Ça, c'est vraiment un des points essentiels. Et donc, nous, ce que l'on voit, et la FEST est, à mon avis, un des leviers pour aller traiter cette attente des entreprises, mais il faut se focaliser
sur les résultats de requalification. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de prendre quelqu'un à un point A, le mettre à un point B, de voir une montée. Alors ça, c'est dans Gallupy, hein, de voir la progression, mais vraiment de montrer quelque chose. Il faut que ce soit visible. Et c'est ça qui est l'attente aujourd'hui. Il y a le côté, quand je lisais pas mal d'études US enfin, parce qu'eux, ils ont un marché qui est un peu moins, qui n'est pas, on va dire, financé. Donc, ils sont plus sur des comportements de marché pur, on va dire. La demande de compétences pour les compétences, elle est moins forte aujourd'hui. Tu voulais poser une question, François? Oui. Euh, Je pense que, alors je vais répéter la question parce qu'on a un petit problème de son. Alors, mais chaque AFEST repose sur une situation de travail spécifique et son analyse. Oui. Pas d'industrialisation possible sur cet aspect, me semble-t-il, différent de référentiel formation ou métier, mais entrée ciblée. Et c'est une remarque de Maxime Bordier. Qui travaille chez Almir. Ah. Oui, Maxime a raison, c'est vrai. L'analyse de la situation de travail, à nouveau, l'outil n'est pas là pour faire, il y a une intelligence humaine à mettre dans le boulot, dans le travail, dans l'accompagnement. L'outil ne va pas remplacer l'intelligence humaine. D'accord, voilà. Donc ça, elle a tout à fait raison. Je suis complètement d'accord avec elle. Maintenant, il y a des parties, il y a des sous-segments que l'on peut probablement, qui peuvent être des briques mutualisables, et il faut pouvoir les identifier. En tout cas, la seule façon une fois qu'on a identifié quelque chose qui est mutualisable, de le partager, de l'industrialiser, c'est de le digitaliser. Si c'est sur papier, ça ne sera jamais industrialisé. Donc, et ça, on apprendra, les choses progresseront au fil de l'eau. Alors, on a une autre remarque de la part de Véronique Minozzo. Le point de friction, on m'entend ? Oui. Le point de friction pour toute l'activité de formation est la lourdeur de l'administratif, si l'on veut jouer le jeu. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, je vais répondre à ça parce que j'ai travaillé chez Training Orchestra. Je pense que la valeur d'un outil comme celui de Training Orchestra, c'est justement de fluidifier une modalité qui est, à mon avis, plus celle du présentiel, qui aujourd'hui va vers la classe virtuelle aussi pour le logiciel training. Voilà, donc oui, tout à fait. Dans le système aujourd'hui tel qu'il est conçu, en tout cas dans un marché comme celui de la France, c'est qu'il y a un ensemble de procédures à respecter. D'ailleurs, ce qui fait que quand les sociétés françaises qui gèrent ces procédures partent aux États-Unis, en fait, elles ont un avantage parce que si vous êtes capable de gérer, des sociétés de technologie qui gèrent la complexité administrative française, quand elles arrivent ailleurs, elles ont des systèmes très complets. Quand Training Orchestra est allé, je chez Training parce que je connais le cas, quand ils sont allés aux États-Unis, il y avait un marché où il y avait beaucoup d'utilisation d'Excel, alors qu'en France, on était déjà passé au logiciel. Voilà, donc, je pense que c'est vrai dans un grand nombre de domaines. Alors, Maxime Bordier fait une autre remarque. Il dit que Delindo est très intéressant si la modalité AFEST intervient dans une formation longue. Alors, je pense que d'une façon générale, de toute façon, hybride is the new normal. Donc, l'hybridation, c'est la nouvelle norme. Donc, il faut dans des formations. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à 100% parce qu'on est sur des expérimentations de massification d'utilisation de la FES dans le perfectionnement au fil de l'eau au sein des entreprises en formation interne.
et avec possibilité, et ce que l'on vise aujourd'hui, c'est branchement au référentiel des titres de ce qui se fait en entreprise, on va les brancher, et donc du coup pour pouvoir poursuivre dans des compléments de formation pour aller faire ce qui n'a pas pu être fait en formation interne en AFEST au sein de l'entreprise. Voilà. Donc je ne peux pas répondre à 100% à cette question-là. Sur le côté formation longue, après c'est une question de où on place le curseur. Formation longue, je pense qu'on peut faire une partie, il y a toute une partie en tout cas de certaines formations, en tout cas pour des premiers niveaux de qualif, qui peuvent se faire en AFEST et qui, bien entendu, ça va permettre d'avoir une reconnaissance des compétences au poste de travail. Mais souvent, on peut imaginer qu'il y a un écart sur du savoir, et donc là, on va avoir il faudra mettre des compléments autres, distanciels, présentiels, en tout cas d'hybridés, pour aller jusqu'au bout d'un titre. Voilà. Alors, une remarque de Philippe Tixtier. L'AFEST comme formalisation d'une action qui peut s'apparenter à une action de tutorat. Alors, en fait, je pense que la structure de l'AFEST, c'est une structure de coaching opérationnel bien pensé. Donc, tout simplement qu'on on a demandé au marché de respecter des points de passage, d'avoir une attention pédagogique au départ, donc de ne pas être sur une formation sur le tas, d'avoir de la flexibilité, d'avoir des évaluations, d'avoir un tiers spécifique. Donc ça, un tiers qui soit là pour coacher, pas pour donner un manager qui donner des ordres opérationnels, on va dire. En fait, ça, c'est ce qu'il faut. Dans un processus de compagnonnage, ce qu'il faut, c'est que la personne ait l'intention de vous transmettre quelque chose, que vous mette en situation de faire quelque chose. Ensuite, vous débriefez, donc c'est cette phase réflexive, transposition dans d'autres situations, et après, on a une logique d'évaluation pour mesurer une progression pédagogique. Donc, quand on faisait si on regarde sur Internet, on peut encore y trouver les vidéos de TWI sorties en fin 1940. On les trouve encore. C'est la même chose. C'est la même chose. Et je pense que si on trouvait un bon maître tailleur de pierre avec son compagnon, un bon, je ne dis pas qu'il fait n'importe quoi, mais un bon, probablement qu'il faisait la même chose. Il transmettait. Donc, quand vous faites de la transmission, je pense que même, d'une certaine façon, on le fait. Je pense que le compagnonnage, de toute façon, ça existe depuis longtemps. Là, on demande une traçabilité du processus parce que c'est une modalité. Donc, c'est une modalité, ça veut dire qu'elle compte, elle va rentrer dans un système légal. Donc, forcément, on a besoin de tracer, tout simplement. Après, on peut former des tuteurs à faire du quasi-AFEST et puis le bénéfice, de toute façon, de l'accompagnement opérationnel et de montrer et d'avoir une phase réflexive, il est évident. Donc, quand on fait ce que l'on vise en alternance, pareil, idéalement, si on avait une pédagogie pleinement intégrative, le maître d'apprentissage, il ferait tout ça et on aurait une qualification des compétences, une intégration de ce qui se fait en entreprise et de ce qui se fait en centre, et tout se passerait pas pour le mieux, et tout compterait, on aurait une distribution des rôles de chacun. Bon, maintenant, ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc, comme ça ne se passe pas comme ça, après, il y a des contournements ou des dysfonctionnements et ainsi de suite. Alors, Véronique Minuzzo, pardon. Ah oui. Alors, la question de Véronique Minuzzo, l'AFEST, c'est un salarié, un formateur, un tuteur, 3 personnes à minima? C'est ce qu'on le voit aujourd'hui dans les entreprises, c'est ce que l'on voit. Maintenant, si vous avez une personne qui est capable de porter plusieurs casquettes et qui arrive à faire
qu'avoir une pensée pédagogique à l'amont et une pensée d'accompagnement opérationnel et d'accompagnage ensuite et d'avoir des évaluations, pourquoi pas. Ce qui est difficile, en fait, je pense que ce qui est très difficile, c'est de porter, quand on fait de la formation issue de la pratique, de reconnaître des compétences issues de la pratique, la difficulté, c'est qu'il y a un flux opérationnel et il y a un flux pédagogique. Et le côté pédagogique, c'est quand même une notion de jugement par rapport à un référentiel, d'où est-ce qu'on positionne une personne. Et je pense que ça, c'est difficile quand on est. Il faut pouvoir s'extraire, pour avoir du recul par rapport à cette notion d'évaluation de la compétence. C'est pour ça qu'il me semble que ces 3 personnes à minima, même si on pourrait imaginer qu'on peut réduire, c'est juste un accompagnateur, il y a quand même ce rôle de le jugement pédagogique me paraît important. Et je pense, je ne sais pas si on pourrait trouver des personnes qui changent de casquette si facilement que ça, en fait. Tu peux poursuivre. Et on parle beaucoup d'AFES, mais non, je trouve intéressant parce que quand on regarde les études Gartner, par exemple, elles disent qu'effectivement 40%. Je pense que c'est la tendance de fond, en fait. Moi, je pense que c'est une tendance de fond de la formation interne parce que, parce qu'on disait, parce qu'on a besoin de requalification rapide. Je pense que les entreprises vont de plus en plus vers de la performance plus que vers les compétences, ils veulent que ce soit applicable. Compétence pour compétence, ça marche pas. C'est une compétence pour de la performance, pour quelque chose, pour de l'employabilité. Mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose. Et quand on regarde, et donc ça d'ailleurs, à mon avis, ça a un impact. C'est qu'on remet, je pense qu'il y a une remise en question de plus en plus forte des diplômes papier, on va dire. Alors quand on regarde le système en Chine, c'est incroyable parce que ce que j'ai lu de certains webinaires, écouté dans certains webinaires, c'est qu'apparemment parfois ils sont capables d'acheter les diplômes, ils sont pas chers, pour $150 ils achètent un diplôme, mais ils sont prêts à payer très cher pour reconnaître leurs compétences, ce qui est super paradoxal en fait. Normalement le diplôme reconnaît des compétences, on fait bien une distinction entre les deux, ce qui est à mon avis un enseignement. Et quand on voit aussi ce que fait IBM ou Google, IBM, ils ont annoncé, en tout cas, quand il n'y a pas si longtemps, j'avais vu des personnes d'IBM, ils disaient, nous, on va se focaliser sur des Bac+3, parce qu'on va pouvoir monter en compétences en interne des personnes, donc pas forcément obligé on imagine, c'est une boîte d'ingénieurs, tout le monde Bac+5, et ainsi de suite, pas du tout, en fait, ils peuvent prendre des personnes pour les monter en compétences en interne. Donc, ça veut dire que cette notion de performance, de développement des compétences accélérées, ça crée d'abord dans le monde des entreprises, je pense que c'est ce qui intéresse le plus, en tout cas ici, c'est l'apprentissage, c'est chaque jour, c'est everyday, c'est continu, c'est de l'apprentissage continu. Et donc, quand on voit les tendances, on parle beaucoup dans la littérature anglo-saxonne, beaucoup de job training, de in the flow of work. C'est l'équivalent, à mon avis, de la FEST, c'est simplement la transposition en France avec une modalité prédéfinie, parce qu'on est en France quand même, pas abandonner les réflexes. Donc c'est un peu cependant, donc on est vraiment dans cette tendance de fond. Donc à mon avis, pour les OF, il y a vraiment une nécessité d'aller vers ce type de modalité. D'ailleurs, et en fait, faire ce type de modalité parce qu'elle permet de reconnaître des compétences pratiques et donc de permettre de montrer que l'on a un impact réel sur la personne, elle a apporté quelque chose, on trouve un ROI. Dis-moi. Une remarque de Philippe Tixier pour nourrir le débat, sachant qu'il nous reste à peu près entre 7 minutes. Alors, la tendance et la volatilité des marchés de l'emploi semblent demander la reconnaissance plus seulement du savoir, mais du savoir-faire. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Voilà. En d'autres termes, c'est une reformulation, d'où la reconnaissance de cette science-métier. C'est science-métier, voilà, c'est la science, la connaissance des métiers, et le métier est raccroché à des compétences. Et la capacité à faire,
la vraie vie et pas la théorie, en fait. Voilà, c'est qu'est-ce que tu apportes demain si je t'embauche. Voilà, il faut avoir un impact immédiat. Pas le temps d'attendre que la personne grandisse et elle acquiert toutes les compétences en interne. Et je suis complètement d'accord avec Philippe. Et en fait, en tout cas, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est que dans la littérature, on parle de plus en plus de in the flow of work. Et nous, on est intégrés dans les flux de travail par essence, mais Gartner prévoyait que 40% des entreprises américaines allaient, dans les 3 prochaines années, acheter un logiciel pour piloter le développement des compétences opérationnelles au poste de travail. Voilà, vraiment, on est sur ces tendances. Alors après, on peut se dire, on s'en fiche chez les US, mais tout ce qui vient là-bas, un jour, arrive en France et traverse la mer assez rapidement. Donc, je pense que ça, c'est un point très important. Et la FEST, à mon avis, permet de remplir aussi une autre, enfin de répondre à une autre des tendances de fond qui est le micro. En fait, bien sûr, il y a le micro-learning, mais le micro-learning, en réalité, c'est qu'on ne peut plus valider des gros blocs. On ne peut plus rester 1 an à l'école. On peut plus. Enfin, vous voyez, si vous devez vous recycler, vous n'allez pas partir 1 mois de votre boulot pour aller chercher un bloc ou je sais pas quoi. Ça ne marche pas. Vous pouvez partir un jour, mais si vous partez un jour, vous avez pris un sous-morceau du bloc, un tout petit morceau. Donc, mais par contre, il faut que je le capture quelque part. Donc, il faut que je puisse capturer ces petits trucs au fil de l'eau, et voilà. Et c'est pour ça qu'on fait du micro. C'est parce que j'ai pas le temps. C'est tout simplement. C'est pas parce que, bien sûr, qu'on veut dire les gens sont zappeurs et toujours dire que les personnes n'arrivent pas à fixer l'attention, mais c'est un peu facile. Vous voyez, c'est pas que c'est ça. C'est que économiquement, c'est plus possible. Il faut reconnaître des petits trucs. Et en reconnaissant des petits trucs, des petites compétences, des micro-compétences, on va à des micro-accréditations qui vont se sédimenter tout au long de la vie. Nous, c'est ce que l'on fait, hein, d'accord. C'est ce que fait Delindo, c'est on construit comme ça les cartes de compétences des individus. Mais je pense que ce concept, cette notion, elle est en train d'irriguer partout. De ce côté de l'Atlantique, à ma connaissance, on est en train de regarder ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une première visite des ROM, de référentiels ROM, et qu'on allait introduire les macro-compétences sous les blocs, c'est-à-dire qu'on va reconnaître un truc en dessous, niveau une granularité plus fine. Aux États-Unis, des facs Harvard, Stanford et autres, alors il y a des questions d'inclusion derrière, hein, à mon avis, mais toutes ces universités, elles permettent aujourd'hui de faire de passer des diplômes même en dessous du bloc, en fait, de l'équivalent du bloc chez nous. Donc, on y va 15 jours par an, 1 semaine par an. Donc, je pense que c'est une tendance mondiale. Et juste, je voudrais dire une chose, c'est que il y a une tendance de fond aujourd'hui quand même. C'est, me semble-t-il, la nécessité de prendre en compte les notions d'inclusion dans la formation, pas parce que pour faire politiquement correct, hein, c'est pas que parce que ça, c'est une nécessité économique, sociale, etc. Et en fait, c'est des personnes, on ne va pas les envoyer 1 an à l'école, c'est juste pas possible. Donc, pareil, il faut pouvoir les requalifier en permanence et avec du geste métier, parce que c'est plus facile à entendre, à appréhender. Et donc, je pense qu'il y a une grande convergence entre dire on utilise on valorise la capacité à faire, on a besoin d'aller plus vite, on a besoin de faire de l'hybride, les entreprises elles veulent former dans le flux de travail, on a besoin d'inclure des personnes différentes pour les ramener dans la société, enfin éviter qu'on ait une explosion sociale en fait, c'est très important. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que des modalités pratiques vont se développer de plus en plus. Voilà. Alors on poursuit. Je vois qu'on a on a traité la FEST au début, donc on a complètement bouleversé le plan de Delindo. Alors donc là on est sur l'offre. Alors comment je parle de Delindo. Écoute, moi, ce que s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que nous faisons, ce que je propose, c'est on va créer une page pour s'inscrire à des sessions de formation prise en main dans lesquelles il y aura une présentation détaillée de ce que l'on fait. Bon, ça dure 2 heures plutôt qu'une démo de base. Voilà, c'est Myriam, la directrice pédagogique, aura à cœur de montrer notre application. Voilà, sachant qu'on a notre modèle économique parce qu'après c'est toujours
une question qu'on nous pose. On a un modèle économique qui peut être adapté aux OF, puisque on a flexibilisé au départ. On était nous plutôt sur la licence annuelle pour des entreprises ou des CFA, donc c'est un sujet. On a développé justement avec des OF qu'on apprécie particulièrement, un modèle plus flexible, au moins le mois, pour permettre justement de tenir compte des variations de charge naturelles d'un OF. Et on commence à travailler aussi avec des OF sur d'autres territoires qui utilisent Elindo pour leurs propres besoins de déploiement de leurs propres services, mais qui aussi ont une approche de distributeur. Et donc, si le client derrière veut conserver ou avoir accès aussi à la solution, on a un modèle où c'est tout à fait faisable, et avec évidemment partage de la valeur. Voilà. Alors, si je fais une synthèse de ce qu'on a pu, des thèmes qu'on a pu aborder, donc on a le facilitateur, le tuteur dans l'entreprise et l'apprenant vont interagir avec Delindo pour faire monter de manière consciente pour l'ensemble des acteurs en compétences, donc avoir une montée en compétences consciente et aussi une montée en compétences démontrée avec une accumulation de ce que tu disais, accréditation, certification, titre. Voilà. Et donc ça, c'est un outil. Et en fait, la montée en compétences se déroule dans l'entreprise, au poste de travail, et avec un outil Delindo, effectivement, qui permet de suivre ça et de rendre compte et d'éviter des tâches administratives. Et donc, c'est ça le futur de la formation. À mon sens, le futur de la formation, c'est l'hybride. De toute façon, c'est l'hybridation, c'est trouver la meilleure modalité qui correspond à chaque public dans le meilleur moment, en fonction du contexte. Et voilà. Et en revanche, un OF, il doit être capable de déployer les différentes modalités. C'est-à-dire qu'un OF qui dit « moi, je ne fais plus que de la classe et je reste que sur de la classe », c'est intéressant, mais ça va être compliqué, surtout dans un monde où le e-learning progresse à 25% par an. Donc, c'est quand même une progression ultra rapide. Donc, le digital, d'une façon générale, progresse à 25% par an. Donc, ça bouleverse tout. Donc, je pense que voilà, oui. Le futur, c'est d'adapter la modalité à la personne en fonction de ce qu'elle peut faire. Et donc, effectivement, après, ça pose des questions de positionnement initial et de la sophistication du positionnement et ainsi de suite. Ouais. Alors, pour conclure, avant d'aborder les quelques questions qui restent, hein, voilà. Mais pour conclure, donc pour ceux qui voudraient effectivement découvrir ton offre digitale, tu proposes cette offre de formation, donc il faut prendre contact avec toi. Donc il y aura tes coordonnées à la fin. Voilà. Hein, encore alors ce que je vous propose, c'est de conclure la partie intervention et on va rester quelques minutes à l'écoute de vos questions si vous en avez. Mais là, je n'en vois pas, on les a toutes traitées au fur et à mesure. Donc, je vais rendre la parole à Néné qui va... Merci François et merci Gérardo pour cette intervention. Oui, on va mettre à jour du coup l'adresse email. Donc, en effet, vous aurez un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé à la suite du webinaire. Pour ceux qui ont déjà suivi, vous avez ce questionnaire et à l'issue, donc le support de présentation vous sera envoyé ainsi que le replay donc, du webinaire. Vous avez le contact en effet de Gérardo. Dans le support qu'on va vous envoyer, on va mettre à jour donc l'adresse email et le contact de François. Voilà, éventuellement, si vous avez des questions ou moi-même, donc je vais rajouter mes coordonnées. On va donc voir s'il y a d'éventuelles questions, sinon on va clore donc le webinaire, puisque d'habitude on pousse parfois jusqu'à 15h15, voire 15h30 en fonction des différentes questions. Non, il n'y a plus de questions. Bah, écoutez, on va du coup, on a épuisé en effet l'ordre du jour. Donc, un mot, François, un dernier mot, François et Gérardo, pour clore donc du coup ce webinaire. Merci de m'avoir invité.
C'était un plaisir d'échanger. Merci beaucoup, Gérardo. C'est très intéressant. C'est toujours, c'est difficile de se projeter dans le monde de l'autre quand c'est un professionnel. Et l'image que je voudrais qu'on ait en tête, c'est celui de ces vols d'oiseaux. Vous voyez ce qu'on appelle la murmuration, où des oiseaux volent. Ils sont en groupe, on les voit et on se dit mais comment ils font pour pas se rentrer dedans. Et donc c'est cette image-là et je vois bien qu'on évolue, on vole l'un à côté de l'autre depuis de longues années. Et là, même en parlant et en m'efforçant de faire comprendre ce que tu fais, c'est toujours difficile de faire comprendre des projets d'entrepreneurs, mais je te comprends mieux et je vois clairement l'intérêt de ces nouvelles modalités et de cet enjeu de la compétence qui est, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, qui est très important. Voilà, ben merci beaucoup, puis merci à votre écoute et donc à très bientôt. Alors voilà, merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne journée.